Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en train de faire un peu de jardinage. J'adore planter des fleurs et surtout préparer le sol pour semer de nouveaux graines en lui ajoutant des engrais bio et aussi voir si la texture elle est favorable pour mes plantations. Et là, on trouvera plein de minuscules petits insectes tels que les vers de terre qui rôdent dans le sol. C'est rigolo, n'est-ce pas? Oh, mais dis donc, en parlant de sol et texture, ça me fait rappeler une chose, les facteurs édaphiques du sol. Voulez-vous savoir encore plus sur ces facteurs abiotiques? Allons-y, let's go! Les facteurs édaphiques sont des facteurs abiotiques qui sont liés aux caractéristiques géologiques et physico-chimiques du substrat dans un milieu terrestre. Et on parlera de 4 types de facteurs ou bien les caractéristiques ou propriétés du sol. On peut citer la texture, structure, capacité de rétention, le pH du sol et enfin on parlera du complexe argilo-humique. Commençons tout d'abord par la texture du sol. La texture du sol, c'est le pourcentage des éléments minéraux présents dans le sol. Ces éléments sont l'argile, l'imant et le sable, et qui sont de dimensions très variées. Et cette texture, elle est définie par la grosseur des particules qui le composent. Après, grâce à l'étude granulométrique, qu'on pourra mesurer la forme, la dimension et même la répartition de ces différents éléments en différentes classes. Et il faut savoir qu'on a 3 types de textures. Une texture qui est fine, où on trouve un taux très élevé d'argile. Ce sol, il est dit lourd, donc il est difficile à travailler. Mais aussi, il présente un optimum de rétention d'eau très élevé. Nous avons aussi une texture grossière ou sableuse. C'est un sol qui est léger et qui manque de cohésion. Et il a tendance à s'assécher saisonnièrement. En dernier, nous avons la texture moyenne. Mais ici, on distingue 2 types. Limon argilo-sableux et limoneuse. Ici, la différence entre eux, c'est que l'imant argilo-sableux, il a une texture parfaitement équilibrée qui correspond aux meilleures terres dites franches. Par contre, la texture limoneuse, elle est très pauvre en humus. Alors, pour déterminer la texture du sol, on peut citer une technique qui est couramment utilisée en pédologie, c'est la technique de tamissage, où on utilise des tamis de diverses dimensions et où on aura les différentes particules qui seront séparées selon leur diamètre. Et par la suite, on va les peser. Par exemple, nous avons la masse totale du sol qui est de 120 grammes. Et après avoir passé la technique de tamissage, nous avons trouvé que la masse de l'argile, elle est de 12 grammes, le limon 36 et le sable 72 grammes. Ici, on va multiplier 12 fois 100 et on divise sur 121. Et de cela, on trouvera le pourcentage de l'argile qui est de 10%. Ça sera la même chose pour le limon et le sable, où on va multiplier 36, c'est la masse du limon, fois 100, et diviser sur 121. Donc, on va trouver que le pourcentage du limon est de 30%, et après, le pourcentage du sable, il est de 60%. Ces pourcentages vont nous aider pour déterminer la texture du sol sur le triangle des textures, où il faudra tracer pour chaque particule une droite parallèle à l'un des axes du triangle. Enfin, l'intersection des 3 droites montrera la texture du sol. Et ici, nous avons trouvé que la texture du sol, elle est limon sableux. Allons voir maintenant la structure du sol. La structure du sol, c'est le mode d'organisation des différentes particules, sable, limon et l'argile entre elles pour former des agrégats. Et de cela, on distingue 3 types de structures. Nous avons la structure particulaire, la structure compacte et grumuleuse. Commençons tout d'abord par la structure particulaire,
où les éléments du sol ils ne sont pas liés et de cela ça va former un sol qui est très meuble et cela fait référence au sol sableux. Ensuite, nous avons la structure compacte ou aussi appelée la structure massive et comme son nom l'indique, compact, c'est-à-dire les éléments du sol, ils sont liés entre eux. Par quoi? Par des ciments. Et ces ciments-là peuvent être de la matière organique ou bien du calcaire. Et le sol est compact mais aussi peu poreux et donc cela va empêcher la migration verticale des animaux sensibles à la température et à l'humidité. Maintenant, nous allons voir le dernier type, la structure grumuleuse, où les éléments du sol ils sont liés entre eux par de la matière organique et cela va former des agrégats qui sont de taille plus ou moins importante. Mais ici, nous avons un sol qui est poreux, c'est-à-dire nous avons une proportion suffisante de vide qui va favoriser la vie des racines et l'activité biologique en général. Et de cela, cette structure, c'est la plus favorable à la vie des êtres vivants. En résumé, la structure grumuleuse, c'est la structure la plus favorable à la vie des êtres vivants, c'est-à-dire on va trouver une meilleure rétention de l'eau et les éléments nutritifs, une bonne aération et aussi un bon développement du système racinaire des végétaux. Donc brièvement, la différence entre la texture et la structure du sol, c'est que la texture, c'est les proportions relatives en argile, limon et sable. Par contre, la structure du sol, c'est le mode d'assemblage de ces particules-là, l'argile, limon et le sable qui le composent. Maintenant, nous allons passer au troisième facteur édaphique, c'est le pH du sol. Le pH, c'est le potentiel hydrogène qui permet de mesurer l'acidité ou l'alcalinité du sol et qui est mesuré grâce au papier pH. Sur une échelle de pH qui est numérotée de 1 à 14, on trouvera un pH neutre qui est égal à 7, où nous avons un sol qui est ni acide ni alcalin. Par contre, en dessous de 7, le sol devient acide et c'est le cas des sols sableux. Ces sols se forment surtout sur les roches siliceuses et les roches granitiques. Au-dessus de 7, il devient basique ou alcalin. C'est le cas des sols calcaires et ces sols se développent sur une roche-mère calcaire. Il faut savoir que la plupart des plantes se développent dans les sols à pH neutre, autour de 6 à 7,5, et ils sont appelés les neutrophiles, et qui sont les plus représentés dans la nature. Mais certains exigent cependant une terre qui est plus acide, et ces plantes sont appelées les acidophiles, alors que d'autres sont basophiles. Il faut savoir que le pH du sol, il dépend de deux choses, la nature chimique de la roche-mère et aussi la concentration des ions H+. Ces ions H+, proviennent de l'altération de la roche-mère, l'humification de la matière organique et aussi l'activité biologique et en dernier l'effet des engrais acidifiants. Allons voir maintenant la capacité de rétention de l'eau dans le sol. L'eau est un constituant très important du sol et aussi pour la croissance des végétaux et il est retenu dans le sol à travers les pores. Et à partir de cela, on peut distinguer plusieurs formes d'eau dans le sol, comme peut le montrer cette photo ci-dessous. Donc, on peut citer 3 formes. Nous avons l'eau gravitaire, l'eau capillaire où nous avons 2 types, celle qui est absorbable et l'autre non absorbable. Et la 3e forme, c'est l'eau hygroscopique ou pelliculaire. On commence tout d'abord par l'eau gravitaire. C'est l'eau qui occupe les grands pores et elle s'écoule sous l'effet de la gravité. Mais si cette eau elle est présente pour une longue durée, elle peut malheureusement asphyxier les plantes. Nous avons aussi l'eau hygroscopique ou aussi appelée pelliculaire. C'est une eau qui provient de l'humidité atmosphérique et aussi elle forme une mince pellicule autour des particules du sol, comme on peut le voir sur la photo qui est en vert. Et cette eau ne pourra pas malheureusement être absorbée par les plantes.
En dernier, nous avons l'eau capillaire, où nous avons deux types, l'eau capillaire absorbable et non absorbable. Je m'explique. Tout d'abord, l'eau capillaire absorbable, elle se situe dans les pores, dont les dimensions sont comprises entre 0,2 et 0,8 mm. Et cette eau, elle est non seulement absorbée par les végétaux, mais aussi elle favorise l'activité des bactéries et des petits protozoaires tels que les flagellés dans le sol. Par contre, l'eau capillaire non absorbable, elle occupe les micropores, c'est-à-dire dont le diamètre est inférieur à 0,2 mm, et c'est ce qui le rend non absorbable. Et seuls certains organismes ou plantes très adaptés qui peuvent l'utiliser. On arrive maintenant au complexe argilo-humique. Tout simplement, le complexe argilo-humique, c'est une structure qui est formée par l'association de deux choses. L'humus, c'est la matière organique et l'argile, c'est la matière minérale. Et ces deux-là, l'humus et l'argile, sont chargés négativement. Et ils sont liés entre eux grâce à des ions minéraux qui sont chargés positivement. Le complexe argilo-humique, il a un rôle très important dans le sol. Non seulement c'est un très bon fertilisant du sol, mais aussi il retient l'eau et fixe les minéraux, donc cela lui donne la propriété d'être fortement. Voilà, notre vidéo se termine ici et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!